Bonjour! Nous allons maintenant aborder une nouvelle série de cours sur le temps du brushing. Première partie. Le temps du brushing, le second temps fort d'une action de toilettage. Et tant pis pour les enragés des ciseaux et maniaques de tondeuses dévastatrices. En réalité, la réussite du brushing pourrait être considérée comme le moment central du toilettage. S'il n'était que sans lavage parfait, accompagné d'un rinçage soigné, il n'est pas de brushing sérieusement envisageable. Mais le brushing partage avec le bain le fait qu'ils sont l'un et l'autre souvent méprisés par les professionnels, qui confient ces gestes trop souvent à des débutants peu formés. C'est à tort. Ces travaux demandent beaucoup d'expérience, de savoir-faire, de professionnalisme. Nous répéterons-nous ? Oui, sans hésitation, car c'est ici un point essentiel. Un chien bien lavé, rincé avec une eau adoucie ou mieux pure, osmosée, puis avec une crème qui donnera glissant et liant à la fourrure, réunit toutes les conditions pour que son brushing puisse être non seulement réussi de manière brillante, mais aussi très rapidement. En effet, ce n'est pas le cas pour tous les travaux manuels, mais pour ce qui concerne le brushing, qualité et productivité sont intimement liées. Moins celui-ci vous prend de temps réel, meilleur il sera. Ce qui va suivre devrait vous le démontrer. A l'inverse, s'il vous arrive au séchage un chien mal lavé ou mal rincé, ou rincé sans produit adapté, n'hésitez pas. Relavez ou faites relaver, vous allez gagner du temps. On croit alors perdre du temps, mais c'est le contraire, on en gagne. En outre, c'est la seule façon de faire pour obtenir un résultat finalement acceptable. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de nous entendre sur un point bien précis. Le brushing du chien, soit, mais pourquoi faire ? Le brushing bien conduit donne son aspect le plus spectaculaire à la fourrure. Les poils longs sont tendus, les poils courts et mi-courts redressés pour gagner en volume. Cependant, et c'est là un point tout à fait essentiel, ce n'est pas d'abord parce que nous recherchons à obtenir un effet esthétique que nous recherchons ce gonflant. C'est d'abord parce que nous voulons le bien du chien. Nous savons en effet que ce n'est pas par leur pelage que les chiens sont protégés des écarts de température. On sait que de ce point de vue, le poil et la kératine sont de bons conducteurs de chaleur et par conséquent de mauvais protecteurs contre les écarts. C'est ce que nous avons vu quand nous avons étudié la physiologie du pelage. En lui-même, le poil ne protège de rien et surtout pas du froid. Rappelez-vous, ce n'est donc pas la fourrure, mais le matelas d'air qu'elle pourra contenir qui assure la protection contre les écarts thermiques. Ce matelas d'air amortit les chocs thermiques exactement comme le fait la combinaison néoprène du plongeur. Dans la combinaison néoprène, il y a de l'eau, mais cette eau se met à une température intermédiaire entre le corps du plongeur et celle de l'extérieur. Ce matelas d'eau protège en fait le plongeur. C'est exactement la même histoire qui se réalise entre la fourrure et l'air ambiant. On comprend pourquoi une fourrure mal démêlée et mal entretenue est si mauvaise pour le chien. Vous pouvez sans hésiter comparer une telle fourrure avec une combinaison qui serait remplie de trous. Il se trouve que poursuivant notre objectif de protection contre les écarts thermiques, nous atteindrons aussi notre second objectif qui est l'esthétique, mais il s'agit d'une conséquence à bien prendre comme telle. Retenez-le, soyez-en persuadés, notez-le à l'encre rouge. Les toiletteurs doivent avoir l'ambition de réussir les brushings, non par recherche esthétique, mais par souci du bien-être et de la bonne santé des animaux qui leur sont confiés. Notre métier, c'est le bien du chien. C'est le fait de favoriser son confort et son bien-être. Or, la manière dont nous le séchons a une influence définitive sur cela. Une fourrure qui protège mal peut être la source de bien des déboires, de bien des fragilités. Réaliser le brushing d'une fourrure, c'est en réalité utiliser une propriété particulière de la kératine que nous avons découvert lors de notre étude sur la physiologie du pelage. La tendance naturelle d'un poil à conserver globalement la forme qu'il a au moment précis de l'évaporation de l'eau. Tout se passe comme si l'on réalisait une photographie au moment de l'évaporation. Retenez bien que le pelage reste figé dans la position qu'il a au moment de l'évaporation. Rappelez-vous, la kératine, principal constituant du poil,
est normalement un produit présentant un coefficient de dureté significatif. La kératine se présente sous forme de caténaire. La dureté de la kératine s'explique par des liaisons fortes à l'intérieur de chaque caténaire et entre les caténaires. L'une de ces liaisons, dite intracaténaire hydrogène, présente une propriété spécifique. Elle disparaît quand le poil est mouillé, laissant alors à celui-ci une consistance molle et sans tenue, pour se reconstituer, non pas à l'identique, mais sous la forme précise où elle se trouve surprise au moment de l'évaporation. Si à ce moment le poil mouillé est par exemple tendu à l'horizontale, après l'évaporation, il reste dans cette même position. De la même manière, en l'absence de toute intervention, il gardera la position qu'il avait sur l'animal mouillé, c'est-à-dire en général collé contre la peau et plus ou moins fripé. Le brushing, c'est donc l'utilisation en notre faveur de cette propriété. C'est donner au pelage, au moment de l'évaporation, la forme que nous souhaitons qu'il garde. Le problème est que ce moment de l'évaporation est extrêmement bref. Tant que le poil est encore mouillé, toute tentative de brushing est inutile. Mais sitôt le poil sec, il n'y a plus aucune action possible. C'est donc quand le poil est apparemment presque sec qu'une action peut être envisagée. Ce que les bons coiffeurs traduisent par cette formule. Le brushing se prend sur les 5% d'eau qui restent dans le cheveu. On a donc en fait assez peu de temps pour intervenir correctement. Et c'est exactement cela qui fait toute la difficulté du geste. Les coiffeurs, parlons-en. Généralement, ils résolvent leurs problèmes en travaillant par mèches, qu'ils séparent et travaillent les unes après les autres, les mèches qu'ils n'ont pas encore travaillées étant conservées suffisamment mouillées. S'ils commencent ce travail avec un cheveu encore trop plein d'eau, ils vont perdre leur temps, et le cas échéant le vôtre. Mais l'évaporation finira tout de même par se produire et le résultat sera atteint. Et vous comprenez maintenant pourquoi les temps passés par les praticiens pour des travaux équivalents peuvent ainsi varier de 2 à 3 ou 4. Le problème, pour nous autres toiletteurs, est que ce que le cheveu et le pelage partagent en commun s'arrête avec le phénomène de la reconstitution de la liaison hydrogène. Pour le reste, au niveau du brushing, tout est différent. Imaginons que vous vouliez transposer sur un animal la méthode d'un travail par mèche. Outre les difficultés pratiques, le résultat serait catastrophique. C'est que les cheveux humains sont des loups solitaires, au contraire du pelage du chien, qui, souvenez-vous, est organisé en follicules. Un poil primaire et une collection de poils secondaires. Ajoutons à cela, pour compliquer notre métier, la densité des follicules des mammifères toujours supérieure à celle de nos cheveux. Ce qui change tout. Pourquoi ? Parce que par capillarité, ces poils secondaires, s'ils sont secs, de la façon la plus discrète possible, mais non moins efficace, vont très vite et subrepticement récupérer l'eau contenue dans les parties voisines qui ne sont pas encore sèches. L'expérience est facile à faire par chacun. Séchez consciencieusement une partie donnée d'un pelage, par exemple de la surface d'une main. Puis, passez à la région voisine. Revenez ensuite à la première région. Même si le poil de couverture paraît encore sec, vous découvrez en l'écartant que sous son apparence hypocrite, le pelage est redevenu humide. Et ce qui est pire, il a à peu près tout perdu de la forme dans laquelle vous l'aviez cru figé. Votre travail est à refaire. Mais pendant ce temps-là, la région numéro 2, c'est-à-dire que pendant que vous revenez sur la région précédente, la région suivante que vous aviez l'impression d'avoir fini est à recommencer. Le pire, c'est que vous pourrez parfaitement ne pas vous en rendre compte. La fourrure se remouille d'abord au niveau de la peau, la surface du pelage pouvant donner l'apparence de rester sèche. Pour autant, le brushing est perdu, et mieux, les risques d'incident ou de feutrage du sous-poil ne sont pas négligeables. Il faut d'ailleurs préciser que les débutants ne se rendent jamais compte de ce phénomène. C'est la raison pour laquelle leur travail est toujours très inférieur à celui d'un bon ouvrier. Il faut, pour s'en rendre compte, avoir eu la sagesse d'aller voir, c'est-à-dire d'avoir orienté le jet d'air sur des parties que l'on croyait finies, ce qui permet de voir ce qui se passe près de la peau. C'est la seule manière de s'en rendre compte. Rien n'est plus imbécile que de prétendre commencer un brushing sur une fourrure qui n'est pas déjà presque sèche.
Rien n'est plus sot que de sécher un côté droit quand le gauche est mouillé, ou un haut de patte quand le dessous du pied est encore gorgé d'eau. C'est pourtant ce que l'on voit très souvent. Par exemple, une personne sèche consciencieusement un membre. Vous faites l'expérience de prendre l'extrémité du membre dans la main et vous vous rendez compte que rien qu'en le pressant, on fait sortir de l'eau. C'est l'exemple même d'un travail absurde. En réalité, en séchant le membre, le toiletteur sèche le pied, car l'eau remonte du pied vers la partie mouillée. C'est donc une façon absurde de sécher le pied du chien, celle qui ne peut que prendre le plus de temps. Mais dans ce cas, comment s'y prendre pour ne pas manquer les rendez-vous avec l'évaporation de chacune des régions du pelage? Comment ferons-nous pour être partout à la fois? Est-ce seulement envisageable? Bon, avant de baisser les bras et de laisser tomber nos brosses, commençons par étudier les moyens à notre disposition. Maintenant, réfléchissez. Il n'existe que 2 moyens pour séparer l'eau et la fourrure. Il y a les moyens mécaniques. De manière mécanique, on sépare l'eau du poil quand on égoutte le surplus d'eau avec les mains, quand on utilise une serviette, ou, nous le verrons, quand on balaye la fourrure avec de l'air à haute pression. Il y a les moyens physiques, c'est l'évaporation. Si on ne séchait le chien que par moyen mécanique, on n'obtiendrait aucun effet de brushing. Vous avez désormais compris pourquoi, ou si ce n'est pas le cas, revoyez le paragraphe précédent. Si l'on ne procédait que par évaporation, on perdrait énormément de temps. Pour se faire comprendre, voici la vieille histoire de la marmite pleine d'eau. Si donc nous avons une marmite remplie d'eau à sécher, on peut décider de le faire par des moyens physiques. On attend que l'eau s'évapore. Mais cela risque de prendre un certain temps. Si on veut être plus efficace, on commencera par retourner la marmite. Premier moyen mécanique. En toilettage, on presse la fourrure avec les mains. Quand il n'y aura plus d'eau dans la marmite, on utilisera un torchon, second moyen mécanique. En toilettage, une serviette, ou mieux, nous allons le voir, un aspirateur à eau ou un pulseur. La personne qui sèche un membre dont l'extrémité reste mouillée agit exactement comme celle qui voudrait sécher une marmite pleine d'eau avec un séchoir. Pour la marmite, le travail est alors terminé. S'il n'est pas aussi parfait que ça, l'évaporation naturelle finira ce qu'on n'a pas bien terminé. Moyen physique. Nous pourrions d'ailleurs améliorer considérablement le rendement de l'évaporation physique en faisant circuler une plus grande quantité d'air sur la surface de la marmite. Avec un air qui ne circule pas, on court toujours le risque de le saturer d'eau, ce qui stoppera l'évaporation. C'est tout simplement le rôle du séchoir sur la fourrure. Commencer le brushing sur une fourrure trop mouillée, que l'on peut égoutter par exemple avec les mains, est aussi absurde que de vouloir sécher une marmite remplie d'eau avec un séchoir. Vous y arriverez, c'est vrai, mais cela ne vous donne pas raison. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la seconde partie de ce cours.